Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire, surtout que c'est sur deux très bonnes lectures. J'ai passé d'excellents moments de lecture avec les deux, avec quelques moments de frénésie de lecture, donc franchement je suis trop contente. Et en plus, pour ne rien gâcher, je tourne cette vidéo bien en avance puisque je ne sais pas si vous l'aurez le 8 mai ou la semaine encore d'après. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est le 23 avril, donc je continue de filmer en avance et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, je suis trop contente parce que ça me permet de terminer une saga. C'est le tome 3 de La couleur du mensonge d'Erin Beatty, donc c'est Le goût du danger. Et voilà, ça y est, je suis trop contente d'avoir terminé cette saga que j'ai commencée il n'y a pas si longtemps. Je pense que j'ai dû le commencer au mois de février, ou peut-être même début mars. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir terminé cette trilogie. Au niveau du résumé, on va suivre Sage, qui est une jeune fille qui vient d'avoir 17 ans. Elle vit chez son oncle et sa tante, où elle va s'occuper des enfants de son oncle en tant que préceptrice. Mais voilà, c'est juste un arrangement comme ça. Et finalement, son oncle, il a envie de la marier. Elle est en âge de pouvoir se marier. Il a envie, entre guillemets, de s'en débarrasser. Donc il va lui prendre rendez-vous chez la marieuse de ce village qui va recaler Sage en fait, tout simplement. Parce que Sage, c'est vraiment une jeune fille qui a un caractère très fort, qui a envie de s'instruire, qui a envie de faire plein de choses par elle-même, qui n'a pas du tout envie de se marier, d'être sous la coupe de son mari avec juste comme objectif de lui faire des enfants et de s'en occuper. C'est pas du tout son délire. Elle aime être dehors, elle aime apprendre, elle sait chasser parce que son père lui a appris à chasser, lui a transmis ses compétences de fauconnier. Bref, elle a beaucoup de compétences et du coup la marieuse va la recaler. Sauf que Sage, elle a quand même vraiment envie de commencer sa vie toute seule et la marieuse va lui proposer à la place de devenir son apprentie. Et Sage, elle va, même si c'est pas trop un truc qui lui plaît, elle va accepter et finalement elle va se rendre compte que ses capacités d'observation et d'analyse, ça va être vachement utile pour associer les jeunes gens aux jeunes filles et pour former des couples. Et il se trouve que cette année, c'est l'année du Concordium. Donc le Concordium, c'est une délégation de jeunes filles de haute famille qui sont bonnes à marier, qu'on va envoyer à la capitale pour faire de très bons mariages et de très bonnes alliances qui sont bénéfiques au niveau politique et économique. Et donc Sage va être embarqué là-dedans. Il va y avoir une garnison de soldats qui va les accompagner sur tout leur périple qui va durer plusieurs semaines pour les protéger. Et en fait, sur le chemin, on va se rendre compte petit à petit qu'il y a une sorte de complot, une machination qui se met en place pour renverser le monarque actuel qui se trouve sur le trône et potentiellement envahir le pays. Donc le capitaine Quinn va espionner un petit peu les différentes maisons dans lesquelles ils vont s'arrêter sur tout le chemin et Sage va être mêlée à ces moments d'espionnage puisqu'elle est très bonne espionne. Et globalement voilà, c'est ça le résumé du tome 1. Et dans le tome 2, on est toujours là-dessus. Et dans le tome 3, on est un petit peu moins sur le côté espionnage parce que Sage, elle est montée en grade en fait au fur et à mesure des tomes. Le roi la récompense à chaque fois un petit peu plus par rapport à ce qu'elle a accompli pour le royaume. Et là, elle a une nouvelle tâche qui va se greffer, on va dire. Elle va faire partie de pourparlers pour essayer d'aplanir la situation entre son royaume à elle, enfin son royaume à elle, on se comprend, le royaume dans lequel elle vit, et le royaume qui est en guerre depuis des dizaines, voire même des centaines d'années. Donc voilà, globalement ce qui se passe pour ce tome 3. C'est une trilogie coup de cœur pour moi, j'ai adoré ma lecture. Le tome 3, c'est celui que j'ai un tout petit peu moins préféré par rapport aux deux autres. Le premier, j'avais adoré parce que c'était la mise en place, la découverte de Sage, de tout ce qu'elle pouvait mettre en place. Le tome 2 était incroyable parce qu'on continuait d'être avec ces personnages de folie. En plus, il y avait de la souffrance,
Enfin franchement tout y était. Et le tome 3 je l'ai un petit peu moins aimé parce que j'ai trouvé que Sage elle avait un petit peu régressé parce qu'il y a plusieurs années qui s'écoulent en fait entre le tome 1 et le tome 3. Et même si elle a énormément de cordes à son arc dès ses 17 ans en fait, elle a 17 ans, donc il y a certaines choses qui font qu'elle est encore un petit peu immature. Elle avait beaucoup progressé en termes de maturité dans le tome 2. Et là, dans le tome 3, je trouve qu'il y a une petite régression. Elle va se mettre à dos tous ses amis parce qu'elle va prendre des décisions un petit peu seule, sans consulter personne, parce que j'imagine qu'elle se sent beaucoup plus importante avec toutes ces nouvelles attributions qui lui sont confiées. Et du coup, c'est vrai que tout le monde va un petit peu lui tourner le dos parce qu'elle agit vraiment comme une gamine en fait, tout simplement. Et il n'y a pas vraiment de justification. Autant il y a certaines situations où on est dans l'urgence, il faut prendre la décision tout de suite et on ne peut pas consulter les gens. Autant là, dans le tome 3, ça pouvait se faire. Ça pouvait se faire. Donc j'étais un petit peu déçue de ça. Ce que j'étais un petit peu déçue aussi, c'est que Sage, c'est vraiment un personnage qui a une capacité d'observation et d'analyse incroyable. C'est son trait de caractère, c'est ce qui fait qu'elle est aussi importante en fait pour le roi. C'est ce qui lui permet de déjouer les complots, de voir des choses que personne ne voit. Et là, dans le tome 3, je trouve qu'elle ne voit pas les choses. Alors, certes, ça concerne quelqu'un de proche à elle. Je sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais bon, bref. Je peux comprendre qu'elle essaye de se voiler la face, mais c'est vrai que même moi qui souvent me laisse porter par le récit et ne percute pas qui est à la base du complot, tout ça, là c'était flagrant quand même. Là, j'en ai douté. Je me suis dit, si elle ne percute pas, c'est que je me trompe. Bah non, je m'étais pas trompée. J'avais bien trouvé qui était derrière le complot, tout ça. Et ça m'a un petit peu déçue d'elle parce que du coup, je me suis dit, elle régresse vraiment beaucoup sur plein d'aspects. Donc ça m'a un petit peu déçue, mais rien de dramatique, hein, bien évidemment. J'ai quand même adoré ma lecture. J'ai adoré passer des moments avec ces personnages de folie. J'ai adoré voir de nouveaux personnages se greffer à l'histoire et entre autres un personnage ennemi qu'on va voir évoluer petit à petit, un tout petit peu dans le tome 1, un peu plus dans le tome 2 et beaucoup dans le tome 3. J'ai beaucoup aimé cette progression de visibilité de personnages. La romance qui se passe à l'intérieur, elle est trop bien. J'adore la romance entre les deux personnages. Elle est toute douce, elle est toute mignonne. Encore une fois, c'est une romance avec des messages véhiculés super forts. Et ce que je trouve super chouette aussi, c'est que Queen, il a vraiment un point de vue par rapport au mariage, par rapport aux relations avant et après le mariage, qui est super bien, je trouve, parce que c'est lui le mec et c'est lui qui a ces réflexions-là. Et Sage, en soi, elle comprend, elle respecte, voilà, tout ça, mais elle y est moins. Et je trouve ça vraiment chouette que là, ce soit l'homme qui prenne ses responsabilités, qui décide de faire les choix, même si c'est difficile, parce que c'est difficile à certains moments, mais il décide de faire les bons choix pour son honneur à elle, pour sa réputation, tout ça. Et je trouve ça vraiment très très bien. La discorde qu'il va y avoir entre les deux personnages au début du tome 3 par rapport à une situation bien particulière, je trouve ça vraiment très bien parce que elle est justifiée cette discorde là, c'est pas vraiment un quiproquo, c'est vraiment quelque chose de moi je pense ça et c'est important pour moi. Je suis dégoûtée de ce que tu penses ça et que ce soit important pour toi, mais je comprends quand même. Et du coup, la discorde, elle va pas durer si longtemps que ça, mais j'ai trouvé ça vraiment bien parce que, encore une fois, c'est lui qui a ces réflexions-là et qui sont très justifiées au final et très, très honnêtes, très respectueuses de plein de personnes. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Donc, franchement, trop bien, trop bien. Je vous conseille chaudement cette trilogie si jamais vous ne l'avez pas encore lue. Elle date d'il y a des années et des années et des années parce que c'est dans ma pile à lire depuis des années et des années et des années. Mais là, en l'espace de 2 mois, je pense en l'espace de 2 mois, j'aurais lu les 3 tomes et j'aurais pu les enchaîner tellement c'était bien. Franchement,
N'hésitez pas une seule seconde. Après, ce que je vous avais dit dans le tome 1 et le tome 2, et c'est toujours valable dans le tome 3, je trouve quand même que c'est un univers de fantasy médiévale assez peu développé. Alors, il est développé quand même. Entre-temps, j'ai lu un autre roman de fantasy où là, clairement, c'est pas développé du tout et c'est une volonté de l'auteur. Donc, en comparaison, c'est sûr que celui-ci, il est beaucoup plus développé, mais comparé à d'autres univers de fantasy que j'ai pu lire dans les derniers mois, les dernières années, on est quand même sur quelque chose d'assez... Alors je vais pas dire léger parce que les situations sont des fois très complexes entre royaumes, les conflits, tout ça, il y a quand même quelque chose, il y a des batailles, il y a de la souffrance, il y a des morts, tout ça, donc quand même, c'est pas léger, c'est juste que j'ai l'impression que l'univers il est moins développé, mais sinon ça reste quand même une saga de fantasy médiévale de qualité, n'hésitez pas une seule seconde. Du coup, après avoir terminé une saga, je me suis dit que je pouvais me permettre de commencer une nouvelle saga. Voilà. De poursuivre du coup ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge, mais quand même de commencer une saga puisque j'avais mis quand même quelques petits tomes 1 et du fait d'avoir terminé, voilà, ça me permettait d'en enchaîner une sans me sentir trop mal. Donc j'ai décidé de commencer la saga Deadly Divine, donc c'est le nectar du mal et c'est Della Fields que j'ai lu sur ma liseuse. Là on est dans un univers de fantasy mais avec des fae cette fois-ci, donc ça me permettait quand même de faire une transition entre fantasy médiévale et fae. On va suivre une jeune fille qui vient d'avoir 20 ans, c'est une changeling, donc elle vient du monde des fae, mais elle a été échangée à la naissance. Elle s'est retrouvée dans l'Entreterre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et sa gardienne, du coup, va la haïr profondément depuis sa naissance, du coup, jusqu'à ses 20 ans, puisque c'est la remplaçante de sa fille qui a été enlevée, en fait, tout simplement. Elle la déteste tellement qu'elle ne lui donne même pas de nom. Donc elle ne sait absolument pas comment elle s'appelle, elle ne connaît pas ses origines, elle sait juste que c'est une fae qui vient du monde des fae, mais c'est à peu près tout. À ses 20 ans, il va y avoir la horde sauvage qui va venir et qui ne traite qu'avec les majeurs. Donc comme elle vient de devenir majeure, sa gardienne se dit que c'est le moment d'avoir des réponses. Donc ils vont essayer de trouver des réponses pour essayer d'échanger en fait les deux filles, de savoir déjà si sa fille à elle est toujours vivante et échanger en fait tout simplement. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, sa gardienne va mourir et du coup, elle n'aura pas les réponses nécessaires sur qui est sa famille, de où elle vient, comment elle s'appelle, et en plus elle va se retrouver un petit peu dans une situation compliquée du fait que sa gardienne va mourir. De fil en aiguille, elle va devoir se mettre à travailler dans une maison close et en fait le premier client qu'elle va rencontrer, c'est un des 4 rois fae du monde des fae, qui va lui proposer un marché en fait, c'est de devenir sa fiancée et en échange il l'aide à découvrir qui elle est réellement, qui est sa famille, tout ça. Globalement ça c'est le résumé de base. Ça me faisait très envie, après je vous cache pas que le côté maison close plus univers fae, ça me faisait un petit peu peur au niveau érotique et au niveau hardcore, hein, parce que c'est de la dark fantasy, hein, clairement. Donc j'avais un petit peu peur de ça. Et en fait, au tout début, pas du tout, puisque le roi fae, donc Florian, il est très prévenant. Avec ce personnage principal qui n'a pas de nom, il est beaucoup dans le consentement, il est beaucoup dans ne pas la brusquer à ce niveau-là. Et il se passe d'ailleurs quelques petites choses, mais vraiment pas grand-chose au début, jusqu'à temps que le contrat de fiançailles se met en place en fait, tout simplement. Au début, c'est vrai que ça reste assez superficiel, on sait pas trop ce qui se passe, ça reste vraiment très basique, les échanges entre cette jeune fae et le roi, les actions elles elles s'enchaînent assez vite parce qu'on va très vite passer d'un rendez-vous à un autre rendez-vous à un autre rendez-vous. Mais il n'y aura pas trop de laps de temps entre les deux et petit à petit, quand elle va finir par arriver dans le monde des fae parce que c'est vraiment ce qu'elle souhaite, ça va se mettre en place, on va commencer à comprendre des choses par rapport aux différents royaumes, par rapport aux relations des rois les uns avec les autres. Et petit à petit, on va finir par comprendre qui est réellement cette jeune fae. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Après, je vous mets en garde tout de suite.
C'est un univers de fae, donc bien évidemment le côté érotique s'est développé plus après coup, surtout qu'en plus dans cet univers-là, les fae qui entrent dans l'âge adulte, donc à leurs 20 ans, sont soumis à la chaleur et donc à un besoin irrépressible de chaleur, hein, clairement. Donc c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était un peu trop, franchement vraiment un petit peu trop. Parce que ça va durer sur quelques jours, sur 3 jours je crois. Et je trouve que l'auteur s'en donne un petit peu à cœur joie et qu'il va y avoir beaucoup de chapitres qui vont s'enchaîner. En soi ça me dérange pas les chapitres comme ça, mais tu peux en faire un et après tu fais une ellipse en fait. Tu dis que 3 jours plus tard, ça y est, c'est la chaleur, elle a été satisfaite et c'est bon, on passe à autre chose. Et là je trouve que l'auteur, elle a un petit peu vraiment accentué les choses par rapport à ça. Et pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Ça me dérange pas qu'il y en ait un petit peu, mais là, c'était vraiment beaucoup. Mais fort heureusement, à ce moment-là, on découvre aussi qui est réellement notre personnage féminin et les enjeux en fait qui vont en découler. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ça va se goupiller, le pourquoi du comment, pourquoi c'est elle qui l'a choisi, qu'est-ce que ça va engendrer, comment elle va digérer la nouvelle, comment la situation va se gérer petit à petit. J'ai beaucoup aimé toute cette partie-là. Et j'ai beaucoup aimé la fin, puisque la fin, c'est d'une dureté pas possible, parce qu'elle va se faire torturer, hein, clairement. Elle va vivre des souffrances terribles, des humiliations terribles, et c'est vraiment horrible. Vraiment horrible. Et en plus, ça se finit quand même assez mal. Je suis d'ailleurs très heureuse que le tome 2 sorte au mois de mai parce que j'ai très envie de savoir la suite. Et comme là, les bases ont été posées dans le tome 1, j'imagine que ce sera beaucoup plus développé en termes d'univers dans le tome 2. En tout cas, je croise les doigts. Mais du coup, voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. On est très loin du coup de cœur, ça c'est clair. Mais voilà, c'était sympathique. J'ai bien aimé retrouver le côté fae. J'ai bien aimé quand même qu'on ait vraiment le côté consentement, le côté respect, malgré le fait que ce soit un roi fae qui, sur certains aspects, est quand même très cruel et il fait des trucs horribles sur certains des soldats ennemis. C'est vraiment horrible, mais par rapport à elle, je trouve que c'est quand même pas si hardcore que ça. Il y a des moments où c'est un peu limite, mais c'est pas si hardcore que ça, et c'est ce que, entre guillemets, on peut reprocher à la dark fantasy, mais en même temps, c'est aussi le jeu, hein, puisque c'est de la dark fantasy, mais là, je trouve que on n'est pas à outrance dans ce côté-là. Le seul petit regret et le seul petit bémol que je peux mettre, c'est cette partie sur la chaleur qui est beaucoup trop développée, alors qu'une ellipse, ça aurait suffi. Donc, voilà, globalement pour le tome 1 de Deadly Divine, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai eu une frénésie de lecture sur la fin parce que bah voilà, elle souffrait donc j'avais envie de savoir si elle allait s'en sortir, si ça allait s'empirer ou pas, et puis savoir le dénouement qui, comme je vous disais, est quand même compliqué. Donc voilà, mais je suis très contente d'avoir commencé cette saga et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc je pense qu'il sera lu quand même assez prochainement parce que j'ai pas envie de laisser passer trop de temps entre le tome 1 et le tome 2. En tout cas, voilà, pour ce deuxième roman, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, donc je vais m'arrêter là. Du coup, voilà pour cette update lecture. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!